Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire. On va attendre encore quelques petites secondes le temps que les gens se connectent. Dites-nous déjà, ceux qui sont déjà là dans le chat, est-ce que vous nous entendez bien? Puisque nous, on ne s'entend pas. Mais est-ce que vous nous entendez bien? Dans la zone de chat, bonjour, oui, parfait. C'est une bonne chose pour commencer. Super, donc on va commencer. On va vous partager l'écran. Pareil, n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est le premier webinaire pour Carini. Il faudra être... Ah, ouais, c'est bon, diaporama. Donc, normalement, vous devez tous maintenant voir notre écran. Parfait. Donc, on est tous ensemble aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trompés de webinaire. Le webinaire, il va traiter du coup de la mémoire et de l'apprentissage. On va passer un peu de temps pour vraiment comprendre quels sont les mécanismes clés de la mémorisation pour vous permettre par la suite de concevoir des contenus de formation afin d'optimiser la mémorisation, évidemment, de vos apprenants. OK? Alors, c'est parti. Donc, pour ma part, je me représente, mais Betty, donc fondatrice de Innov Academy. Moi, je suis Karine Amaral, donc ingénieure pédagogique chez Innov Academy. Et donc, j'ai l'honneur d'animer ce premier webinaire donc avec Karini qui nous a rejoint récemment au sein d'Innov Academy. Donc, le plan d'aujourd'hui de notre webinaire. Première partie, on va revenir sur la mémoire qui est vraiment l'un des piliers essentiels de l'apprentissage. Jusque-là, je pense qu'on ne va pas vous apprendre grand-chose. On passera ensuite aux 3 processus de la mémorisation. Puis, on verra les différents facteurs qui peuvent venir perturber la mémorisation. Et à l'inverse, quels sont les éléments clés pour venir optimiser la mémoire de vos apprenants. Donc, 4 grandes parties. Donc, c'est parti. On va commencer sur la toute première, la mémoire, un des piliers de l'apprentissage. Il y a un petit décalage, je crois, sur les slides. On va y aller doucement. Tu me dis, Corentin, s'il y a un petit problème. Hop. OK. Donc là, on a bien donc 2 manières de voir la mémoire. Il y a la mémoire en effet de tous les jours. Donc la mémoire de tous les jours, c'est ce que l'on vit au quotidien. Ça va être nos souvenirs, nos expériences passées, nos connaissances, etc., etc. La mémoire en tant que processus, c'est la mémoire qui va nous permettre de traiter, de conserver et de récupérer l'information. Donc, il y a vraiment la mémoire, je dirais, spontanée, voilà, tout ce que l'on vit au quotidien. Et la mémoire de processus, c'est celle qui va nous permettre de mémoriser, de traiter, stocker et de nous en rappeler quand on en aura besoin par la suite. Deuxième partie, les 3 processus de la mémorisation. Donc, les 3 processus de la mémorisation, on va vous poser une question, évidemment. Donc, dans le sondage, vous avez une petite pop-up qui est arrivée avec une notification. Et on a une question du coup pour vous. À votre avis, quels sont les 3 processus de la mémorisation? Première réponse, l'encodage, la consolidation et la récupération. La mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire procédurale. L'attention, le traitement de l'information et le rappel. Ou le visuel, auditif et la sémantique. Donc, on vous laisse voter. On va regarder vos réponses. Ça bouge pas mal. Pour le moment, la majorité, vous êtes sur l'encodage, la consolidation et la récupération. À 71%, ça augmente. OK. Donc, en effet, bravo à vous. Les 3 processus, en effet, de la mémorisation sont bien l'encodage, ensuite la consolidation des informations que l'on a pu récolter, voir, entendre, etc. Et ensuite, la récupération du cerveau. Donc, Karini va plus vous détailler ensuite en détail comment fonctionne l'encodage, la consolidation et la récupération. Donc, alors, pour l'encodage, juste pour commencer, une petite définition. Donc, l'encodage est le processus par lequel nous transformons les informations que nous percevons en une forme que notre cerveau peut stocker et utiliser ultérieurement. C'est la première étape du processus de mémorisation.
Et lorsque nous encodons les nouvelles informations, notre cerveau il doit les transmettre en format qui peut être stocké dans la mémoire à court terme. Et pour ce faire, notre cerveau il utilise différents types d'encodage. Et le premier, c'est l'encodage sémantique. Donc, l'encodage sémantique implique la compréhension du sens de l'information que nous recevons. Par exemple, si vous lisez un livre, votre cerveau il utilise l'encodage sémantique pour comprendre les idées que l'auteur essaie de communiquer. Ensuite, c'est l'encodage acoustique qui implique la transformation des informations en son. Par exemple, lorsque vous écoutez un discours, votre cerveau il utilise l'encodage acoustique pour transformer le son que vous entendez en information que vous pouvez comprendre. Et le dernier, c'est l'encodage visuel et qui implique la transformation des informations en images visuelles. Par exemple, si vous regardez une photo, votre cerveau il va utiliser l'encodage visuel pour transformer l'image en une représentation mentale que vous pouvez stocker dans votre mémoire. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite expérience. Vous allez regarder cette vidéo et vous allez essayer de mémoriser le maximum d'éléments possibles. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Alors maintenant, on va compter à rebours de 30 à 0, de 3 en 3. Allez, c'est parti. Je compte? Tu comptes. Ok. C'est parti. Donc, de 30 à 0. Donc, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 et 0. Très bien. Alors maintenant, combien d'images et de mots vous avez retenus? Vous allez avoir un petit sondage dans le chat et vous allez noter un intervalle d'éléments que vous avez retenus. Ne mentez pas, on va vous demander de nous les retranscrire dans la zone de chat. Hein. Justement. Alors, la majorité entre 5 et 10. Oui. Plutôt entre 5 et 10, puis entre 0 et 5, alors ça fait pas beaucoup. Oui. Mais on aura peut-être les raisons pour lesquelles vous n'avez pas retenu beaucoup de mots. Justement. Ok, donc ouais, principalement entre 5 et 10. Alors, juste pour vous donner une idée, il avait 20 éléments à retenir. Donc, voilà. Et si on regarde sur les recherches, on se souvient plutôt des images qui des mots. Pourquoi? Alors, parce que 65% de votre audience retient en voyant, c'est-à-dire vous retenez, enfin, parmi tous les stimuli que vous avez dans l'environnement, 65% que vous allez retenir, c'est avec le visuel. 83% de la communication humaine est non verbale. 93%. 93%, pardon. 90% de toute information transmise à notre cerveau est visuelle. Ensuite, on se souvient de 80% de ce qu'on voit. Les gens, ils se souviennent de 20% de ce qu'on lit. Et les visuels, ils sont traités 60 000 fois plus vite que les textes. Donc, juste pour vous donner une idée par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on lit, par rapport aux images visuelles et aux mots, on retient beaucoup plus les éléments visuels que les mots. Et d'ailleurs, si vous essayez de vous souvenir là un petit peu plus de
de la vidéo, vous avez sûrement davantage les éléments visuels qui vont revenir dans votre cerveau que les éléments qui étaient écrits. Après, Ouais. chacun… Oui, justement, les images qu'on avait mis plutôt que les mots. Alors que les mots, ils étaient pas trop difficiles par rapport aux images. Maintenant, on va passer à la consolidation. Donc, la consolidation est le processus par lequel les souvenirs ils sont renforcés et stabilisés dans la mémoire à long terme. Cela signifie que les informations stockées dans la mémoire à court terme sont transférées et stockées de manière permanente dans la mémoire à long terme. Et la consolidation, elle se produit en plusieurs étapes. Donc, la première, c'est la consolidation à court terme, qui consiste en une forme temporaire de consolidation où l'information est répétée de manière récurrente pour renforcer son stockage dans la mémoire à court terme. Ce processus il est essentiel pour transférer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et le deuxième, c'est à long terme, c'est-à-dire cette étape est celle où les informations sont transférées de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, où elles sont stockées de manière permanente et pourront être récupérées très facilement. Et la consolidation, elle est influencée aussi par nombreux facteurs tels que la quantité de l'encodage initial, l'importance des informations, l'émotion associée aux informations, le sommeil, le stress et d'autres facteurs aussi physiologiques peuvent avoir un impact sur la consolidation. Enfin, le dernier, c'est la récupération. Donc, la récupération, c'est le processus par lequel les souvenirs stockés dans la mémoire à long terme sont rappelés et réactivés dans la mémoire à court terme, c'est-à-dire tout ce qu'on a stocké, on va pouvoir les récupérer, les utiliser dans notre vie quotidienne. Et cela se produit lorsque nous essayons de nous souvenir d'une information ou d'un événement qui est stocké dans notre mémoire. Voilà. Et il existe deux types de récupération. Donc, le premier, c'est la récupération instantanée et la deuxième, c'est la récupération intentionnelle. Donc, la récupération instantanée, elle se produit lorsque les souvenirs ils sont rappelés sans effort conscient, souvent en réponse à un indice ou à une situation qui rappelle l'événement. Par exemple, lorsque vous êtes à un endroit familier, des souvenirs peuvent être spontanément rappelés. Par exemple, si vous allez à la plage maintenant, alors que c'est un endroit où vous étiez quand vous étiez petit, et enfin maintenant vous allez y arriver, vous allez vous rappeler des événements qui s'est passé. Et en deuxième, c'est la récupération intentionnelle. Donc, c'est le processus par lequel nous essayons de rappeler des souvenirs de manière délibérée, généralement en réponse à un besoin spécifique ou à une demande. Et celle-là pour se faire par le biais technique tels que la répétition, la catégorisation ou l'association avec d'autres informations connexes. Voilà. Parfait. Merci Karine. On va passer du coup à la troisième partie, les facteurs qui peuvent venir du coup perturber la mémorisation. Donc, il en existe 3. Sur les 3, vous allez voir, c'est pas une grande surprise, mais il y a forcément le stress et l'anxiété qui peuvent venir évidemment perturber votre propre concentration et votre capacité par la suite à traiter, à stocker la nouvelle information. Vous allez vite passer à autre chose par stress, vous n'allez pas être concentré, vous allez manquer d'attention. On a ensuite le manque de sommeil. C'est vraiment le sommeil qui va nous permettre de consolider les informations la nuit pour s'en rappeler et ancrer ce qu'on aura vu dans la journée. Donc, il y a vraiment des soucis aussi de mémorisation qui peuvent être liés justement à cette fatigue et au manque de sommeil. Le troisième, je ne vais pas m'étendre, mais ça va être tout ce qui va être alcool et drogue qui vont altérer la mémoire à court terme, mais aussi à long terme. La dernière partie, on va vous parler maintenant justement des facteurs, des éléments qui vont cette fois-ci
vous permettre d'optimiser la mémorisation. Alors, du côté du formateur, vous allez voir, là, on vous propose des éléments qui vont vous aider d'un point de vue formateur, concepteur et vous-même en tant qu'apprenant. Donc, le premier, en tant que formateur, évidemment, ça va être d'utiliser des supports principalement visuels, comme Karine vous l'a expliqué, on retient beaucoup plus de choses avec des éléments visuels, donc utiliser les images, les graphiques, les vidéos, etc. Ensuite, en tant que formateur, quand vous faites votre déroulé pédagogique, il va falloir vraiment penser à varier les méthodes d'enseignement. Ici, ce qu'on entend par méthode d'enseignement, c'est évidemment la méthode magistrale, démonstrative, interrogative, active, expérientielle, etc., etc. Donc là, ça va vraiment les aider en changeant, en variant ces méthodes à mémoriser plus facilement. Et enfin, sans grande surprise, ça va être d'encourager la pratique, les exercices, les études de cas, etc., etc. On va passer maintenant côté concepteur pédagogique. Donc, pour le côté concepteur pédagogique, le premier conseil, c'est de structurer le contenu. Donc, il est très important de structurer de manière hiérarchique et cohérente, c'est-à-dire on commence par les informations les plus simples et ensuite jusqu'au plus complexe. Fournir des rétroactions, c'est-à-dire donner des feedbacks, donc de feedback positifs et constructifs aussi liés aux erreurs qu'il faut corriger. Cela pour renforcer aussi la mémorisation et surtout des feedbacks spécifiques. Ça, c'est très important de passer, de faire ce type de feedback pour aider les apprenants à mieux mémoriser les informations. Et limiter les éléments présentés. Alors là, un petit rappel, la mémoire de travail, elle est limitée à 7 plus au moins 2 informations. Voilà, ça dépend vraiment de chaque personne, mais ça, c'est une petite estimation. Et donc, on limite le nombre d'éléments exposés dans le module, enfin, pas que dans les slides, mais aussi dans le module de façon générale. Donc, on limite la quantité d'informations, de textes, d'éléments à retenir, des simulés sur l'écran. Donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, du côté, pour toi-même, donc le premier conseil, c'est d'établir des connexions, c'est-à-dire essayer de relier ce qu'on a appris aujourd'hui, ce qu'on a appris la semaine dernière, par exemple. C'est très important de faire des liens pour comprendre les informations. Utiliser des techniques de mémorisation, donc ça c'est très important, chacun a la sienne. Moi par exemple, j'aime beaucoup utiliser les flashcards ou alors la technique du palais mental où je vais ranger les différents éléments dans différentes pièces et tout. Ça c'est très important. Alors, et vous utilisez une technique de mémorisation, si vous voulez, vous pouvez noter dans le chat, on va regarder ça après. Et la dernière, faire des mind maps. Donc, les mind maps, c'est très efficace pour l'apprentissage. Elles permettent de faire des liens entre les informations et les hiérarchiser et de les organiser aussi dans notre mémoire. Voilà des petits conseils qui peuvent aider à mieux mémoriser les informations. Merci Karine. On va passer donc aux questions. Avant de passer aux différentes questions que vous pourriez avoir, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat justement les mots, les images dont vous vous souvenez par rapport à la vidéo qu'on vous a passée tout à l'heure? Peut-être qu'il en reste encore moins qu'au tout début. Ou pas, parce que ou pas. Ouais, ah ouais. Vous avez eu le temps de consolider un peu plus. Donc la clé, le chat, la maison, la voiture, l'arbre, ouais. Ouais. Pour l'instant, on n'a que des images. Chat, fourmi, yaourt, maison, voiture. Que des images. Bravo, Juan Pablo. Arbre, oui, le bébé. Ouais, le cheval, la maison, les lunettes. Ah, on a quasiment tout à vous tous. Ouais. On a les lunettes et le cheval, qui c'est des mots. Donc, fourmi, poule, image. Je ne me rappelle pas. Marguerite, tout à fait. Il y en avait 20 au total? Il y avait 20 au total. Donc, 10 mots et 10 images. Et je vois que les seuls mots que je vois, c'est les lunettes et le cheval, pour l'instant.
Le reste, ce sont tous des images. Ouais. Vous voyez à quel point il est important d'illustrer vos propos quand vous faites… C'était une fourmi, ouais, il y avait une fourmi. Oui, il y avait une fourmi. Ouais, oui. Tout à fait, Loli. Ok, bah c'est pas mal. C'est super. Vous n'avez pas retenu beaucoup de mots, mais voilà. Vous voyez à quel point vous traitez rapidement les images. Alors, les mots, peut-être que vous allez vous souvenir demain ou après. Mais pour l'instant, c'est que les images qui restent. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la mémorisation? Alors, il faut savoir que Karini, elle nous vient avec un master en sciences cognitives, donc normalement, elle va bien pouvoir répondre à vos questions, qu'elles soient techniques sur la mémorisation. On a essayé, en tout cas, je lui ai demandé de vulgariser au maximum l'explication par rapport à la mémoire. On sait que c'est quand même assez complexe. Question de Elodie. Utiliser les emojis dans les phrases peut-il aider? Alors, ça dépend. Les emojis, je ne crois pas trop parce que les emojis, ils n'illustrent pas vos propos. Ils n'illustrent pas beaucoup vos propos. Et les emojis dans une phrase, ils peuvent être considérés plutôt comme un détail séduisant plutôt qu'une image illustrative. Donc, les détails séduisants, juste pour une petite définition, ce sont des éléments intéressants, mais qui ne sont pas pertinents pour comprendre l'information. Donc, ça peut attirer l'attention, mais ça peut perturber quand même le traitement d'information. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut savoir qu'on utilise des images, oui, mais des images pertinentes par rapport à ce qu'on est en train de, par rapport à nos propos. Image, photo. Image, photo, n'importe. Du moment où c'est en accord avec ce qu'on est en train d'expliquer, c'est bon. C'est bon, voilà. Ok, pas d'autres questions? Y a-t-il des techniques particulières pour mémoriser des visages? Ah oui, ça, on a tous, ou même les prénoms, enfin, ça va te faire, visage et prénom. Alors là, c'est vraiment répéter et essayer de lier. Alors, donc, relier les prénoms à un visage, ça c'est très important, ça nous permet de mémoriser. Mais alors après, des techniques, vraiment des techniques particulières, non, on n'en a pas. C'est vraiment répéter et répéter plusieurs fois. Donc, on va avoir une autre question de Magali qui est en train d'écrire. Ok. Céline également sûrement. Non. Si, il est arrivé la question. Comment susciter la bonne émotion pour mieux mémoriser? Comment susciter la bonne émotion? Alors là, je n'ai pas parlé des émotions, mais donc par rapport aux émotions, il est très important de faire attention déjà du côté des illustrations et donc ne pas mettre des illustrations qui vont susciter une émotion particulière, soit négative, soit positive aux apprenants parce que celle-là, ça peut empêcher la mémorisation et surtout si l'image, elle dégage une émotion avec une arousal, une excitation assez forte. Donc ça peut vraiment impacter la retention des informations. Donc l'idéal, c'est que vous restiez vraiment dans le neutre, vraiment pas mettre des images ou même des textes qui va vraiment susciter de l'émotion aux apprenants. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important à noter. Je n'ai pas parlé dans le webinaire, j'avais même un test que j'aurais pu vous faire passer, mais il est vraiment important de ne pas induire des émotions aux apprenants. Pourtant, on dit toujours l'inverse, qu'il faut créer de l'émotion pour marquer la mémoire. Oui, oui, ça marque, mais ça va marquer, comment on dit, sur certains éléments. Donc vraiment, on fait, je vous ai présenté le webinaire et puis je vous ai mis de l'émotion juste à la fin. Alors tout ce qu'on a vu avant, vous allez oublier très facilement et vous allez rappeler plutôt ce qu'on a vu à la fin justement parce qu'il y a de l'émotion. Voilà, c'est ça. En fait, l'émotion, si on en crée,
Et il va forcément y avoir une très bonne mémorisation, mais au détriment des autres éléments. Donc, je dirais que c'est à Il faut utiliser avec équilibrer. ouais. Voilà. On a une autre question. Comment espacer la répétition? Répéter tous les jours, une fois par semaine, etc. Là, ça dépend de chaque personne. Donc, juste pour vous donner une idée, bah, moi, quand je devrais réviser les cours, déjà, ça, il faut faire de petit à petit. Il ne faut pas laisser pour réviser à la dernière minute parce qu'on ne va pas se souvenir. Vraiment, on n'aura pas le temps de traiter toutes les informations qu'on a vues. Et ensuite, si la meilleure technique, c'est de faire des flashcards ou soit des petits exercices que vous allez faire au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas vraiment de temps à faire. Enfin, je ne donne pas du temps parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, toutes les semaines, c'est l'idéal. Vous regardez un tout petit peu. Et si tous les jours, vous pouvez regarder un peu d'informations, bah, ça va vous aider aussi beaucoup. C'est vrai qu'on dit, il y avait des statistiques pardon, qui étaient sorties là-dessus, que le lendemain d'une formation, on a déjà oublié 50%, une semaine après, 90%. Je pense que ça fait référence à ça. Et à la fin, au bout de 20 jours, on a eu 20% des informations qu'on a vues au début de la formation, enfin, pendant la formation. Donc, il faut en effet faire de la répétition, alors avec du micro-learning ou d'autres, du coaching à distance, etc. Moi, je dirais que tous les 2 jours, c'est quand même bien, un minimum, sinon on perd très vite avec toutes les informations qu'on a au quotidien, on oublie très vite les choses. Donc tous les 2 jours, à mon sens, c'est un bon format pour vos apprenants. Oui, justement, si c'est possible de faire des petits tests qu'on fait tous les jours, bah, ça c'est très bien. Comme ça permet de retenir les informations. Et si on fait des erreurs, on revient en arrière, on va relire. Ouais. Et là, ça peut aider vraiment beaucoup. Alors, autre question de Marc-Antoine sur les présentations pour la mémorisation. Y a-t-il des bonnes pratiques? Fond sombre, clair? Est-ce que cela, ça a un impact? Alors déjà, donc, si on va revenir sur les émotions. Le fond clair, c'est le meilleur choix parce que sombre, ça nous amène vraiment dans les couleurs foncées et ça peut vraiment dégager un peu d'émotions négatives. Parce que sombre, ça revient vers le noir et ça, c'est pas bien. Donc, aussi pour on évite beaucoup le rouge. Alors, jamais du fond rouge. Vous mettez jamais un fond rouge avec du jaune. Ça passe vraiment pas si on revient sur les émotions. Et alors, pour vraiment aider à obtenir sur les présentations, on va vraiment partir sur le multimédia. C'est-à-dire, bah, on met des points importants, des mots-clés avec des images qui vont illustrer. Et puis, bah, nous, on parle des liens. Donc, l'apprenant, il va prendre des notes. Voilà, il va écouter. Il n'aura pas besoin d'écouter et lire en même temps. Parce que si vous mettez plein de textes sur les slides et puis après que vous expliquez des liens, donc c'est vraiment, ça peut faire vraiment une charge cognitive au niveau de la mémoire. Parce que vraiment, 12 informations à gérer en même temps et ça passe pas. Très bien. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Oui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Merci beaucoup à vous. Petite information quand même aussi sur Karine. Vous avez dû vous dire qu'elle avait un petit accent. Elle nous vient du Brésil. Oui. Personne n'a posé la question. Oui, ah, vous parlez de mémorisation visuelle, auditive et la sensorielle. Avez-vous des stats sur ce qui est préférable? Par exemple, faut-il privilégier une mémoire de manière manuscrite ou bien un PDF? Tu peux me redonner la question, s'il te plaît? Ouais. Vous parlez de la mémoire visuelle et auditive. Ok. Qu'en est-il de la sensorielle? Est-ce qu'on a des stats sur ce qui est préférable? Oui. Faut-il privilégier une mémorisation de manière manuscrite ou via un PDF, par exemple? Alors là, par rapport aux stats, je ne peux pas vous dire exactement parce que en vrai, on a une mémoire sensorielle. Donc voilà, chacun a sa préférence. C'est-à-dire, bah, il y a personne qui va apprendre, qui va se dire, bah, j'apprends plutôt en écoutant, d'autres ils vont dire, j'apprends plutôt en voyant. Mais après, en vrai, comme on a une mémoire sensorielle, bah, on va apprendre l'apprentissage
on va obtenir les informations par tous les canaux, donc auditifs, visuels, enfin tout, vraiment tous les canaux. Donc ça c'est normal. Et par rapport à la préférence, je pense, alors ça c'est mon avis à moi, j'ai pas de recherche à m'appuyer dessus, mais je pense que plutôt écrite qu'en PDF. Ok. Merci Karini. Autre question de Magali. Et du coup, ajouter un fond sonore peut aussi entraîner une surcharge cognitive ou au contraire, cela peut donner des sortes de points de repère? Alors, ça dépend de ce que vous allez mettre comme son derrière. Donc, vraiment, ça dépend. Quelque chose de très léger, bah, ça peut donner un point de repère. Donc, ça peut aider les apprenants à retenir les informations. Alors que d'autres sons, bah, ça va plutôt perturber qu'autre chose. Voilà, comme quoi, bah, il y a des gens qui aiment bien réviser ou étudier en écoutant la musique. Donc après, il faut savoir qu'on ne va pas mettre du métallique pour réviser parce que ça va pas passer, on ne va pas mémoriser. Alors que la musique classique ou juste du son derrière, bah, ça peut vraiment aider à mémoriser les informations. Bah, souvent, ça permet de réduire aussi le stress et l'anxiété et donc de mieux mémoriser en effet. Oui, justement. Et parfois, ça nous aide aussi à diminuer tous les stimuli extérieurs aussi. Ouais, vraiment être très concentré. Ok. Pas d'autres questions? Eh bien, merci à vous tous de vous être joints à nous ce matin. Merci à vous. On vous souhaite une très belle journée et on se revoit au mois de juin. J'ai Corentin qui me fait signe. Oui, voilà. Voilà. Prochain webinaire qui portera, Corentin, on avait dit sur les applications dans la pédagogie. On va vous dire ça. Ceux qui seraient intéressés pour le prochain, de toute façon, vous le recevrez. Si vous êtes inscrit à notre newsletter, on va vous le remettre en lien aussi si vous voulez ne pas les rater. N'hésitez pas à aller nous retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Des applications pédagogiques sur Geniali, pardon. C'est vrai, on va faire un focus. Donc oui, le prochain webinaire portera sur Geniali avec des fonctionnalités que nous utilisons très souvent et qui nous paraissent intéressantes à vous partager. Donc, ceux qui utilisent Geniali, on n'a pas encore fixé la date, mais si vous voulez pas le rater, il y a la newsletter pour vous inscrire si vous souhaitez. Merci à tous, bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.